Selon l'idéologie nazie, la famille allemande devait avoir le plus d'enfants possible. L'objectif était de peupler le monde de purs Aryens, hommes et femmes aux cheveux blonds, aux yeux bleus et aux caractéristiques physiques idéales. La plupart des familles se sont conformées à cette directive, y compris les dirigeants du parti nazi et de la SS. Que sont devenus ces enfants après la défaite de l'Allemagne? Comment la réputation de leur famille les a-t-elle affectés à l'âge adulte? Certains fils et filles d'officiers nazis étaient honteux de leurs parents. Ils ont changé de nom et d'identité ou sont devenus des défenseurs de la cause anti-nazie. D'autres, au contraire, étaient fiers de leur héritage. Ils sont devenus des leaders de groupes et de partis néo-nazis. Enfin, certains ont souffert des conséquences des actions de leurs pères. Tous, sans exception, ont dû vivre toute leur vie en portant le stigmate d'être les enfants de quelques-uns des pires criminels de l'histoire du monde. La génération des jeunesses hitlériennes. Être un enfant dans le Troisième Reich. Lorsque l'armée rouge atteignit Berlin en avril 1945, elle se préparait à une dernière bataille de type guérilla, rue par rue. Puisqu'il s'agissait de la capitale du puissant Troisième Reich, les soldats s'attendaient à rencontrer une résistance farouche, peut-être même des divisions d'élite de combattants SS. Mais ils trouvèrent au contraire une ville déserte et en ruine. Les soviétiques furent horrifiés par les personnes qu'ils durent affronter pour prendre le contrôle de Berlin, des unités mal équipées composées de femmes et d'enfants. Ces enfants faisaient partie des jeunesses hitlériennes, une organisation créée par le parti nazi dès 1922 pour inculquer aux jeunes des compétences pratiques et l'idéologie nationale-socialiste. Les enfants nés entre 1922 et 1930 furent surnommés la génération des jeunesses hitlériennes, car la plupart d'entre eux, surtout après l'arrivée des nazis au pouvoir en 1933, passèrent une grande partie de leur enfance dans des camps et des activités organisées par l'organisation. À l'école et dans les mouvements de jeunesse, ils furent socialisés dans l'idéologie du national-socialisme. Selon la propagande nazie, ces enfants et adolescents étaient les garants de l'avenir, éduqués pour établir une nouvelle société. Leur confiance en eux fut développée et renforcée par leur appartenance à un mouvement de jeunesse que tout le monde semblait apprécier. Dans l'idéologie nazie, il était impératif que les familles aryennes allemandes aient le plus d'enfants possible pour étendre la race aryenne. Le mariage et la procréation étaient encouragés et les familles nombreuses bénéficiaient de divers avantages, y compris des aides de l'État et des réductions fiscales. La SS créa une association secrète appelée le Lebensborn, ou Fontaine de vie. Ce programme Lebensborn aidait les mères célibataires considérées comme racialement pures en leur offrant un soutien de l'État ou en donnant leurs enfants en adoption à d'autres parents raciaux purs et en bonne santé. Le gouvernement allemand kidnappait également des enfants polonais, yougoslaves, norvégiens et russes pour les donner à des parents allemands et les germaniser selon leurs termes. Après leur enlèvement, ces enfants subissaient une série de tests et un jury de médecins décidait s'ils étaient aptes à être germanisés. Les enfants qui ne répondaient pas aux stricts critères de ces médecins étaient envoyés dans des camps de concentration pour travailler ou pour être exécutés. On estime que la génération des jeunesses hitlériennes comptait plus de 9 millions d'enfants, et la plupart des enfants des dirigeants du parti nazi appartenaient à cette génération. Cela signifie qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient à peine adolescents, avec toute la vie devant eux. Seulement, ils ne pourraient jamais se débarrasser de leur passé, pour le meilleur ou pour le pire. Leurs noms resteront à jamais infâmes. Les enfants dont les pères étaient des hauts officiers du Troisième Reich ne connaissaient qu'un aspect de la personnalité de leur père. L'autre leur fut révélé après la reddition de l'Allemagne. Trop jeunes pendant la guerre, ils ne comprenaient ni ne percevaient même ce qui se passait. Nés entre 1922 et 1944, les plus âgés n'avaient même pas 18 ans au plus fort du conflit. Leurs souvenirs d'enfance se limitaient souvent au pâturage vert de Bavière. Beaucoup vivaient dans le périmètre sécurisé autour du Berghof, le chalet de montagne du Führer à Obersalzberg dans les Alpes bavaroises, au sud de Munich, près de la frontière autrichienne. Cet endroit isolé, réservé à l'usage du Führer, resta intact par la guerre et ses violences. Ils eurent une enfance normale, voire agréable, et bénéficièrent de nombreux privilèges que tous les enfants n'avaient pas à l'époque. Les hiérarques nazis ne partageaient pas les détails de leur travail avec leurs enfants
et souvent même pas avec leurs épouses. Rudolf Höss, le commandant d'Auschwitz, avait une belle maison juste à l'extérieur des murs du camp de la mort, où il jouait avec ses enfants et cultivait son jardin. Comme la plupart des dirigeants nazis, il était apparemment un bon père, impliqué dans l'éducation de ses enfants, passant du temps de qualité avec eux et les embrassant pour leur dire bonne nuit. Ce que les enfants Höss ignoraient, c'était que leur père avait probablement signé des condamnations à mort d'autres enfants ce même jour, ou supervisé personnellement le gazage de centaines de juifs avant de rentrer dîner. Les rares enfants nazis qui avaient honte du passé de leur famille. Peut-être n'est-il pas surprenant que la plupart des fils et des filles des dirigeants nazis aient justifié les actions de leur père. Après tout, ces enfants protégés jouissaient de privilèges et étaient bien traités par tous dans l'Allemagne nazie. Ils avaient les meilleurs jouets, les meilleures vies, et leur enfance était heureuse et aimante. Certains d'entre eux niaient même les accusations portées contre leurs parents, même lorsque les preuves étaient accablantes et que leurs crimes étaient prouvés au-delà de tout doute raisonnable. Ils ne pouvaient tout simplement pas croire que leur père, ceux qui leur lisaient des histoires au coucher, les emmenaient faire du cheval et camper, étaient responsables de la mort de millions de personnes. Dans ce contexte, il fallut beaucoup de courage pour ces enfants d'exprimer leur opposition au nazisme. Niklas Frank fait partie de cette catégorie. Il ne supporte pas que son père n'ait jamais exprimé de remords ni de regrets et qu'il ait tenté de justifier ses actions. Frank est né à Munich le 9 mars 1939 de Hans Frank et Brigitte Herbst. Il était le plus jeune des 5 enfants du couple. Vers l'âge de 8 mois, son père fut nommé gouverneur général de l'occupation allemande en Pologne par Hitler. À ce poste, Hans Frank fut responsable de la politique nazie d'esclavage des citoyens polonais et de l'extermination des Juifs polonais. Niklas grandit à Cracovie, en Pologne. Son père fut pendu à la suite des procès de Nuremberg en 1946, et après cela, il commença peu à peu à découvrir ce qu'il avait fait. Au fil des ans, son embarras initial à propos de son père se transforma en une haine brûlante et obsessionnelle alors qu'il dévoilait les moindres détails de la vie de son père au cours de 40 années de recherche. Il devint un journaliste respecté en Allemagne et produisit plusieurs documentaires sur les horreurs du nazisme. Niklas Frank publia en 1987 un livre intitulé « Le Père », un règlement de compte dans lequel il dénonça son propre père comme un psychopathe. Il déclara que son père n'avait jamais éprouvé de culpabilité pour ce qu'il avait fait à des millions de Polonais. Dans ce livre, Niklas affirme qu'il pense que son père méritait d'être exécuté et qu'il en était ravi. Il remit également en question la conversion tardive de son père au catholicisme, croyant qu'il ne l'avait fait que pour obtenir l'absolution. Cependant, il reconnaît partager certains traits de son père. Il se considère comme un brillant menteur et un orateur talentueux avec un sens de l'humour agressif, qu'on lui disait très similaire à celui de son père. Le livre fut vivement critiqué, en particulier par certains autres enfants nazis, Klaus von Schirach et Martin Adolf Bormann notamment. Ce dernier, professeur de théologie à l'époque, exprima son regret de ne jamais avoir discuté de leur père avec Niklas. Pour certains de ses enfants, rejeter ou maudire leur père était hors de question. Pour d'autres, le livre était trop violent, tant dans ses scènes que dans son langage. Ses propres frères et sœurs ne lui pardonnèrent jamais d'avoir écrit ce livre et cessèrent totalement de lui parler. Certains de ses amis d'enfance firent de même. Niklas regretta de n'avoir jamais demandé à sa mère de répondre de ce qu'elle avait fait pendant la guerre. Il décrit sa mère comme cynique et lâche. Elle était apparemment très passionnée par les manteaux de fourrure et aimait être conduite dans une voiture Mercedes-Benz accompagnée d'un garde SS. Niklas Frank explique que sa mère se rendait souvent au marché local avec son chauffeur SS, où elle pouvait acheter des corsets bon marché fabriqués par des Juifs. À cette époque, les Juifs polonais mouraient de faim, mais devaient vendre leurs biens très bon marché sur le marché pour survivre. La mère de Frank profitait de cette situation, principalement causée par son mari. D'autres descendants de certaines figures clés du Troisième Reich n'auraient pas pu décider si leurs parents avaient tort ou raison, ni faire de déclarations à leur sujet. Par exemple, les 6 enfants de Joseph Goebbels, ministre de la propagande du Reich, furent tués par leurs parents dans le bunker du Führer. La femme de Goebbels, Magda, avait un fils issu de son premier mariage avec Günther Quandt,
qui eut à son tour une fille qui se convertit au judaïsme à l'âge de 24 ans. Kant, un homme d'affaires et juif allemand, fut envoyé dans des camps de concentration. Ricardo Eichmann, de la fouille archéologique à la Cour internationale. Adolf Eichmann, l'un des principaux organisateurs de l'Holocauste, est né à Solingen en 1906. Déjà haut responsable SS lors du début de la Seconde Guerre mondiale, il prit son rôle très au sérieux. Sa tâche principale durant les dernières années de la guerre consistait à superviser toute la logistique des déportations vers les camps de la mort et à planifier le génocide de tous les Juifs d'Europe, selon les directives décidées lors de la conférence de Wannsee en 1942. Ainsi, bien qu'il ait rarement visité les camps, il planifia méticuleusement la mort de millions de personnes depuis le confort de son bureau. Lorsque l'Allemagne envahit la Hongrie le 19 mars 1944, Eichmann se rendit immédiatement dans le pays pour superviser la solution finale. À Noël de cette même année, il quitta Budapest juste avant que les Soviétiques n'achèvent l'encerclement de la capitale hongroise. De retour à Berlin, il prit soin de faire brûler les documents incriminants liés à ses actions durant l'Holocauste. Comme beaucoup d'autres officiers SS en fuite durant les derniers mois de la guerre, Eichmann et sa famille vivaient en relative sécurité en Autriche lorsque la guerre en Europe se termina le 8 mai 1945. Cependant, à la fin de la guerre, Eichmann fut capturé par les forces américaines et passa quelque temps dans plusieurs camps de prisonniers pour officiers SS en utilisant de faux papiers sous le nom d'Otto Eckmann. Il s'échappa d'un convoi de travail à Cham en Allemagne lorsqu'il se rendit compte que son identité avait été découverte. Par ailleurs, Rudolf Höss témoignait à ce moment au procès de Nuremberg, incriminant Eichmann comme architecte de l'Holocauste. Eichmann comprit qu'il devait fuir encore plus loin. En 1948, Eichmann obtint un permis de séjour pour l'Argentine et une fausse identité sous le nom de Ricardo Clément grâce à l'organisation dirigée par l'évêque Alois Udall. Il suivit ensuite la route des monastères pour entrer en Italie, puis se rendit en Argentine, où il vécut confortablement dans la banlieue de Buenos Aires, à Olivos. Sous sa nouvelle identité, il fit carrière à l'usine de production de Mercedes-Benz, où il devint finalement chef de département. Sa femme et ses 3 fils, Klaus, Nicolas et Horst Adolf, le rejoignirent peu après son arrivée en Argentine. En Argentine, Eichmann tenta de recommencer sa vie. Il ne parla jamais de l'Holocauste et essaya de se faire discret, sachant que le Mossad le rechercherait partout dans le monde. Il eut un autre fils en 1955, qu'il nomma Ricardo, un prénom local. Lorsque Ricardo n'avait que 5 ans, un commando du Mossad kidnappa son père et l'emmena à Jérusalem pour qu'il soit jugé pour crime contre l'humanité dans le cadre de l'opération Garibaldi. Personne n'expliqua à ce jeune enfant pourquoi son père lui était retiré. Il apprit plus tard qu'il avait été exécuté et ses cendres jetées dans la mer Méditerranée. Il découvrit aussi, bien plus tard dans les livres d'histoire, que son père avait été l'un des pires criminels de l'histoire. Ricardo eut du mal à accepter l'idée que son père ait eu une autre vie en Allemagne, où il fut un meurtrier de Juifs, de Polonais et de Hongrois. Cependant, plus il en apprenait, plus il méprisait son père et ses actes. Ricardo se tourna vers des études de préhistoire, d'archéologie classique et d'égyptologie à l'université de Heidelberg dans les années 70. Spécialisé en égyptologie, il participa à plusieurs fouilles archéologiques dans ce pays, tout près de l'endroit où son père avait été exécuté. Il a donné peu d'interviews au fil des ans, mais lors des rares fois où il a pris la parole, il a fermement rejeté l'idéologie nazie de son père. Aujourd'hui, il est un chercheur très respecté dans son domaine, ayant même dirigé pendant 25 ans le département de l'Orient de l'Institut archéologique allemand à Berlin, de 1996 à 2020. En 1995, Ricardo accepta d'être interviewé par Zvi Aharoni, l'agent du Mossad, qui traqua et captura finalement son père. Aucun rapport n'a été publié concernant leur conversation, mais Ricardo déclara plus tard que cette rencontre fut une expérience révélatrice. Rolf Mengele, le fils abandonné de l'Ange de la Mort. Un autre exemple d'un chef nazi qui fuit en Amérique du Sud pour essayer de se refaire une vie fut Joseph Mengele, l'Ange de la Mort. Mengele, médecin en chef à Auschwitz, s'intéressait à ce qu'il appelait l'hygiène raciale, c'est-à-dire à comprendre les raisons physiologiques supposées de la supériorité de la race aryenne sur les autres races. Ses expériences atroces sur les jumeaux,
sont tristement célèbres aujourd'hui, malgré ses efforts pour détruire les preuves. Il traitait les enfants comme des rats de laboratoire. Il pratiquait des opérations sans anesthésie, amputait des membres sains, injectait des maladies et provoquait volontairement des infections pour tester la résistance des corps humains. L'objectif était d'étudier comment les corps inférieurs réagissaient à la douleur, aux maladies et au stress. Lorsqu'il apprit que Hitler n'était plus, Mengele rejoignit une unité de l'armée allemande se dirigeant vers la Bavière, désormais sous contrôle américain. Désarmé et confus, il fut capturé avec son unité et emmené dans le camp de prisonniers de guerre de Schauenstein, à 120 km au nord de Nuremberg, où il retrouva un ami, le docteur Kaller. Ses ravisseurs n'avaient absolument aucune idée de l'importance du personnage qu'il détenait, surtout parce qu'il s'était présenté sous le nom de Joseph Memling. De plus, alors que presque tous les membres de la SS avaient leur groupe sanguin tatoué sur le bras, Mengele avait refusé cette pratique. Ainsi, il le laissait partir, pensant qu'il n'était qu'un simple médecin. Il se rendit ensuite à Auschwitz pour récupérer ses notes de terrain, qu'il considérait importantes, puis traversa la frontière sud vers l'Italie, arrivant à Gênes en 1949. Là, il obtint un passeport de la Croix-Rouge au nom de Helmut Gregor. En juillet de la même année, il s'installa en Argentine, dans la ville de Vicente Lopez. Il y travailla comme charpentier, puis comme vendeur de matériel agricole. Pensant être enfin en sécurité, d'autant que tous les nazis condamnés lors des procès de Nuremberg étaient déjà libres, il vécut en Argentine sous son vrai nom. En 1958, il fut interrogé, avec d'autres médecins de la région, sur des soupçons de pratique illégale de la médecine lorsqu'une adolescente mourut à la suite d'un avortement. Cependant, aucune charge ne fut retenue contre lui. Conscient que cette attention pourrait révéler son passé nazi et ses activités de guerre, il partit pour un long voyage d'affaires au Paraguay, où il obtint la citoyenneté en 1959 sous le nom de José Mengele. Avant de se rendre au Brésil, il obtint un passeport des autorités argentines, qu'il utilisa pour voyager en Europe en tant que touriste. Ce voyage avait cependant un objectif très important: rencontrer son fils, Rolf, en Suisse. Ils firent ensemble un voyage de ski, mais Rolf ignorait que l'homme qu'il rencontrait était un criminel de guerre. En fait, il ne savait même pas que cet homme était son père biologique, car il lui fut présenté comme « oncle Fritz ». Bien qu'il ait apprécié le temps passé ensemble, il ne soupçonna jamais qu'il avait passé des vacances avec son père. Rolf ne revit son père que 21 ans plus tard, en 1977. L'avocat de Joseph, Hans Sedlmayr, contacta d'abord Rolf en Allemagne, puis organisa une rencontre entre Rolf et son cousin, Karl-Heinz, qui avait vécu plusieurs années avec Joseph en Argentine. Hans Sedlmayr souhaitait s'assurer que Rolf comprenne que les personnes de la génération de son père, qui avaient vécu la guerre, pouvaient avoir des analyses très différentes du Troisième Reich par rapport aux jeunes générations de l'Allemagne contemporaine, qui n'en connaissaient que les livres d'histoire. Il avait également besoin que Rolf envoie de l'argent à son client. Les Sedlmayr ont toujours été de fervents soutiens de Joseph Mengele. Suivant les conseils de son père, Rolf se rendit au Brésil avec le passeport d'un ami qu'il avait réussi à subtiliser durant des vacances ensemble. Rien ne put l'empêcher de revoir son père, bien que le vieil homme ne soit plus son héros d'enfance. En effet, Rolf avait des idées communistes et rien en commun politiquement avec Joseph Mengele. Malgré cela, il avait pris de nombreux risques pour rencontrer cet homme qui n'avait jamais cherché à le connaître. Durant son enfance, son père était trop occupé avec son travail meurtrier pour les nazis. Puis, lorsque Rolf était adolescent, son père fuyait à la fois les Alliés et les chasseurs de nazis. Ce fut la dernière fois que Rolf vit son père vivant. Personne ne sait comment ni quand il est mort, mais on pense que Mengele fut enterré dans une tombe anonyme quelque part dans le sud du Brésil. Gudrun Himmler, une princesse néo-nazie au visage angélique. Heinrich Himmler fut l'un des hommes les plus puissants d'Allemagne. Redouté par beaucoup, non seulement par les personnes envoyées dans les camps de la mort sous sa supervision, mais aussi par les SS, qui le connaissaient comme un fanatique de la discipline. Malgré cela, il fut un père et un homme de famille dévoué. Avec sa première épouse, Margaret, il eut un seul enfant, une belle petite fille blonde nommée Gudrun. Plus tard, il eut deux autres filles, Helge et Nanette, avec sa secrétaire et maîtresse Hedwig. Mais pour Heinrich,
Gudrun était spéciale. Elle était célèbre parmi les connaissances de son père, car tous pensaient qu'elle incarnait l'idéal de la race allemande pure, avec ses cheveux blonds tressés et ses traits délicats. Plusieurs photographies montrent Gudrun en compagnie de son oncle Adolf, de son père et d'autres figures nazies, illustrant toute la pureté de l'enfance. Elle est blanche comme neige, porte de longues tresses blondes élaborées et sourit d'un air angélique. En tant qu'enfant unique d'une des familles les plus influentes du cabinet nazi, elle jouit d'une enfance luxueuse et heureuse jusqu'à la fin de la guerre. Gudrun et sa mère tentèrent de passer la frontière sud en Tyrol du Sud lorsque les troupes alliées envahirent la région. Mais le 13 mai 1945, Margaret et sa fille furent découvertes au Tyrol et placées en détention par les Alliés. Elles passèrent 2 nuits dans un hôtel géré par les Américains près de Bolzano, une nuit à Vérone, prirent un vol pour Florence et terminèrent leur voyage dans un camp de détention et d'interrogatoire géré par les Britanniques près de Rome, où elles furent les seules prisonnières femmes. Depuis Rome, Margaret et Gudrun furent transférées à Nuremberg. À leur arrivée, Margaret fut fouillée et une capsule de cyanure de potassium fut découverte cousue dans la doublure de l'épaulette de son manteau. Margaret et Gudrun furent placées dans une cellule nue avec 2 planches en guise de lit. Conscient que la prison de Nuremberg n'était pas un environnement idéal pour une adolescente, le colonel Andrus de l'armée américaine tenta de rendre le séjour de Gudrun aussi normal que possible. Néanmoins, Gudrun fut interrogée le 22 septembre 1945. On lui posa des questions sur sa dernière rencontre avec son père et sur ses voyages pendant la guerre. La disciplinée et angélique Gudrun répondit qu'elle avait passé les 5 dernières années soit à la maison, soit à l'école. Elle parla brièvement de sa visite de la plantation d'herbes médicinales de Dachau, et lorsqu'on l'interrogea sur les projets d'après-guerre de ses parents ou tout autre sujet d'importance, elle répondit qu'il ne lui avait jamais rien dit. Les interrogateurs la crurent. Après la guerre, Gudrun épousa le propagandiste d'extrême droite et auteur Wolf-Dieter Burwitz, qui devint ensuite un dirigeant de la section bavaroise du Parti national-démocratique, un parti d'extrême droite. Devenue une véritable princesse nazie, Gudrun milita pour des causes d'extrême droite. Elle trouva un soutien au sein de Silent Help, une organisation qui aidait les anciens membres de la SS. Elle y travailla sans relâche pendant plus de 40 ans, et ses membres la traitaient avec un respect et une admiration proche de la vénération. En même temps, Gudrun contribua à la création d'un groupe néo-nazi pour sa propre génération, appelé la jeunesse viking, à la légalité douteuse. En 1958, Gudrun assista à un rassemblement de vétérans SS et de sympathisants, près d'un site celtique ancien dans les forêts de Bohême, en Autriche. Gudrun y fut l'invitée d'honneur pour ce qui allait devenir une célébration annuelle des réalisations de son père. De 1961 à 1963, elle travailla, sous un faux nom, comme secrétaire pour le Bureau des renseignements de l'Allemagne de l'Ouest. À cette époque, l'agence était dirigée par Reinhard Gehlen, un général recruté par les Américains qui employait, entre autres, des ex-nazis pour leur expérience en Europe de l'Est et leurs activités anticommunistes. Gudrun mourut en 2018, toujours convaincu que Heinrich Himmler n'avait rien fait de mal et qu'il était en réalité un héros national. Albert Speer Jr. suivre l'entreprise familiale. Adolf Hitler était un homme de grands rêves. L'un d'eux était de construire des villes pour l'avenir, avec une architecture basée sur les principes national-socialistes. Pour concrétiser ses visions, il engagea un architecte, Albert Speer, dont les compétences impressionnantes lui permirent de rejoindre le cercle intime du Führer. En tant qu'architecte officiel du Troisième Reich, il conçut le magnifique stade Zeppelinfeld pour 340 000 personnes, le stade olympique pour les Jeux de 1936 et le pavillon allemand pour l'exposition internationale de Paris de 1937. Il conçut également un stade monstrueux pouvant accueillir près d'1 demi-million de personnes à Nuremberg, mais ce projet ne vit jamais le jour. Speer construisit également des camps de prisonniers de guerre dans tout le Troisième Reich, mais il ne se contentait pas de concevoir des bâtiments, et Hitler le nomma ministre de l'armement et des munitions en 1942, après que le précédent ministre mourut dans un accident d'avion. C'est durant cette période qu'il commit les crimes de guerre pour lesquels il fut emprisonné à Nuremberg en 1946.
Il participa directement à la construction et à la modification de camps de concentration, notamment à l'agrandissement d'Auschwitz pour augmenter sa capacité d'accueil à 132 000 prisonniers. Pour cette tâche, il ordonna l'utilisation de main-d'œuvre esclave. Après sa libération, il proclama avoir été emprisonné à tort, affirmant qu'il n'avait pris aucune part à l'Holocauste. Il tenta de se faire passer pour le bon nazi, fidèle aux idées de progrès et de bien-être, mais ignorant des crimes commis. Cependant, cette histoire ne trompa personne, même pas son fils, Albert Speer Jr. Comme les autres enfants de dignitaires nazis, Speer Jr. dut aborder l'infamie de son père. Tandis que Himmler tentait de réhabiliter l'image de son père et que Göring essayait d'éviter le sujet, Speer Jr. chercha toujours à se démarquer de son père. Non seulement il portait le nom de famille d'un criminel de guerre condamné, mais il en portait aussi le prénom. Il ne prit pas ses distances avec son père parce qu'il le détestait. Il l'aimait, mais il est l'un des rares enfants de dirigeants nazis à reconnaître les torts de son parent. Speer se plaignit dans plusieurs interviews de l'inattention et de la négligence de son père, mais il déclara également que Hitler était un « oncle gentil », du moins dans ses souvenirs. Il précisa qu'il ne haïssait pas son père et le considérait comme un bon architecte, beaucoup plus moderne que ce que l'on imagine aujourd'hui. Il respectait les compétences professionnelles de son père, mais pas son idéologie. Cette stratégie lui permit d'être apprécié pour lui-même et non comme le fils d'Albert Speer. En fait, Albert Speer Jr. réussit à acquérir une certaine réputation en tant qu'architecte et urbaniste. Son choix de carrière n'était pas motivé par le désir de plaire à son père, mais pour perpétuer une tradition familiale, car son grand-père avait aussi été architecte. Speer mourut en 2017, mais l'un de ses derniers projets vit le jour lors de la Coupe du monde de football de 2022, au Qatar. Il ne s'agissait pas seulement de construire des stades, mais des villes entières, ce qui semblait alors un rêve fou. En fait, il planifiait ce type de ville depuis des décennies. En 1992, il publia un livre sur le sujet, intitulé « La ville intelligente ». Il y exposait sa vision d'une métropole avant-gardiste et centrée sur l'humain, dont le but serait de rendre ses habitants heureux. Pour Speer, une ville devait paraître naturelle et spontanée. Sa dimension humaine ne devait jamais être sous-estimée. Les marques de son créateur devaient également être invisibles. Ses plans ne constituaient qu'un cadre pour que d'autres puissent bâtir. Leur réalisation incombait aux architectes, aux concepteurs et aux bâtisseurs. Il se considérait avant tout comme un concepteur d'espaces urbains. Dans sa pensée urbanistique, ses idées étaient remarquablement similaires à celles de son père, sauf que, pour construire la ville idéale, il n'avait pas besoin de la main-d'œuvre forcée de prisonniers juifs. Hedda Göring, de la célébrité aux horreurs de la prison. Emmy Göring, l'épouse de Hermann Göring, était surnommée la première dame du Troisième Reich. Grâce au contact de Göring et à la machine de propagande de Goebbels, Emmy devint l'une des actrices les plus respectées et célèbres du Reich. Dans les années 40, Göring et Emmy formaient le couple emblématique du Reich, mais cette notoriété scella aussi leur destin. La visibilité d'Emmy lui valut une condamnation à 1 an de prison après la guerre et la confiscation de 30% de ses biens par les Alliés. Elle fut également bannie de la scène pendant 5 ans. Quelques années après sa libération, Emmy Göring s'installa dans un minuscule appartement à Munich, où elle resta pour le reste de sa vie. Sa fille, Hedda, se distinguait autant par sa beauté que par son identité. Hedda naquit le 2 juin 1938 et, comme Gudrun Himmler, incarnait les idéaux de beauté nazis. On raconte que Hermann Göring souhaitait nommer son bébé d'après la fille préférée de Mussolini, Hedda Ciano. Hedda Göring a toutefois affirmé que son prénom provenait de la mythologie allemande, que ses 2 parents adoraient. Elle fut baptisée le 4 novembre 1938 à Karinhall, le domaine de chasse de Göring, au nord-est de Berlin. La cérémonie religieuse fut orchestrée avec un grand faste, ce qui irrita certains membres du parti nazi, parmi lesquels figuraient de nombreux radicaux anti-Église. Cependant, comme le Führer était le parrain, personne n'osa se plaindre. Un portrait d'Hedda dans les bras de son père affectueux se vendit à des millions d'exemplaires dans toute l'Allemagne, et elle reçut de nombreux cadeaux, dont une précieuse peinture de Lukas Cranach l'Ancien, un artiste qu'admirait Göring. La vie de la famille Göring fut entièrement organisée autour de cet enfant, qu'il surnommait affectueusement Heddalein.
Elle était le rayon de soleil de ses parents et devint rapidement une sensation dans la presse allemande. Hedda grandit à Karinhal, une demeure extravagante entourée de vastes terrains, et au-delà, de milliers d'hectares de forêts peuplées de bisons, de buffles, de cerfs, d'élans et de chevaux sauvages. Les salles de la demeure étaient remplies d'œuvres d'art pillées par Göring lors de sa quête incessante de trésors. Il se voyait comme le plus grand mécène artistique du Reich. Le sous-sol du manoir était équipé d'un cinéma, d'une salle de sport, d'une piscine, d'une salle de billard et d'un bain de vapeur russe. On trouvait également des salles médicales, un bunker et une salle de réception, appelée la salle de chasse, de plus de 300 mètres carrés, bordée de trophées de chasse et équipée d'une immense cheminée chauffant une nef d'église. Pour les loisirs, si la chasse et autres distractions ne suffisaient pas, 2000 pieds de rails de train électrique, d'une valeur équivalente aujourd'hui à 268 000 $, avaient été installés dans le grenier. Des lionceaux étaient aussi élevés sur la propriété, uniquement pour le plaisir de la famille et des visiteurs. Par mesure de sécurité, ils étaient remplacés chaque année par le zoo de Berlin lorsque les lionceaux atteignaient 1 an. Les Göring élevèrent ainsi 7 lionceaux, tous nourris au biberon. Hedda aimait voir son père jouer avec son lionceau préféré, Mouki, et même Mussolini appréciait de se bagarrer avec le petit lion lors de ses visites. Petite princesse adorée d'un père fier qui passait tout son temps libre avec elle, jouant, dansant ou la câlinant, Hedda vécut ses premières années dans le luxe, entourée de parents aimants et attentifs qui ne trouvaient rien de trop parfait pour leur princesse. Elle avait un précepteur et vivait isolée du reste du monde, éloignée des privations de la guerre. Mais tout changea lorsque son père fut arrêté et jugé au procès de Nuremberg. Il est compréhensible qu'Hedda devint amère d'avoir perdu tout cela à cause de l'intervention de l'armée alliée. Alors que l'armée rouge approchait, Göring ordonna lui-même la destruction de la propriété de Karinhal par dynamitage. Après avoir transféré sa collection d'art, d'une valeur de plus de 200 millions de Reichsmark, à Berchtesgaden par convoi spécial, il confia la démolition aux équipes de la Luftwaffe. Dans ces dernières années, Hedda travailla dans un laboratoire hospitalier, espérant devenir technicienne médicale. Elle travailla dans une clinique de réadaptation à Wiesbaden et se consacra à prendre soin de sa mère, restant avec elle jusqu'à son décès le 8 juin 1973. Après cela, dans les années 70, Hedda fut la compagne du journaliste Gerd Heidemann, qui avait acheté le yacht de Göring, le Carin II, et vouait une grande admiration à la mémoire du père d'Hedda. Silence et haine, les enfants de Rudolf Höss. Enfin, certains enfants nazis choisirent de garder le silence, ne parlant jamais des actes de leur père, soit par honte, soit pour éviter d'éventuelles représailles. Brigitte Höss savait que son père, Rudolf Höss, commandant d'Auschwitz, était coupable. Ses crimes lui causèrent tant de détresse qu'après la guerre, elle quitta l'Allemagne, s'installa anonymement aux États-Unis et fit le serment de ne jamais évoquer son histoire. Il a été rapporté qu'elle dormait avec la photographie de son père au-dessus de son lit, refusant d'oublier que son père avait été très aimant envers elle et sa famille. La plupart des parents nazis étaient tendres et affectueux avec leurs enfants, conformément à leur idéologie. Mais cela ne signifiait pas qu'ils étaient de bonnes personnes. Ils étaient simplement des psychopathes sans remords ni empathie envers les prisonniers des camps de concentration. Dès l'âge d'1 an, Brigitte Höss vécut près des camps de concentration. Avant d'être transférée à Auschwitz, la famille vivait à Dachau, près de Munich, et auparavant à Sachsenhausen, à une quinzaine de kilomètres au nord de Berlin. Elle savait que son père était responsable des prisonniers. Grâce à sa conduite exemplaire, il fut promu au poste de commandant d'Auschwitz, en Pologne. Toute la famille se réjouit de cette promotion, car leur vie s'améliora considérablement, bénéficiant même de plusieurs domestiques. Lorsque l'Allemagne capitula face aux Alliés, Höss parvint à échapper quelque temps à la capture. La famille s'enfuit vers le nord en voiture, voyageant de nuit, phares éteints, à la suite des Himmler, accompagnés de la femme et des enfants de Theodor Eicke. Les routes étaient constamment bombardées par les Alliés, les forçant à se réfugier dans les bois. La nouvelle de la mort d'Hitler arriva le 1er mai 1945. Comme beaucoup de membres du parti nazi et de leurs sympathisants, Höss avait prévu de se suicider avec sa famille, ayant obtenu des doses mortelles de poison en cas de capture par les Russes. Ils ne voyaient aucun avenir pour eux en Allemagne.
Il avait fait part de sa décision à sa femme, Hedwig, mais ils renoncèrent finalement en pensant aux enfants. Plus tard, Huss regretta cette décision, considérant que la mort aurait épargné à sa famille bien des difficultés et lui aurait évité de survivre au monde qu'il avait tant contribué à créer. Pour Brigitte, toutefois, ce fut une bénédiction d'avoir la possibilité de vivre une longue vie épanouie. En 1950, elle quitta l'Allemagne pour l'Espagne. Belle et blonde, il lui fut facile de trouver du travail comme mannequin pour Balenciaga. Elle rencontra également son futur mari, un Américain d'origine irlandaise, travaillant à Washington, D.C. C'est à cette époque que les mémoires de son père furent publiées, une confession terrifiante qui devint célèbre, entrant dans les annales de l'histoire. Elle vécut successivement au Libéria, en Grèce, en Iran et au Vietnam, suivant la carrière de son mari, qu'elle épousa en 1961 et avec qui elle eut un fils et une fille. Brigitte partagea l'histoire de sa famille avec son futur mari peu après leur rencontre. Il exprima un certain choc, mais conclut de leur discussion qu'elle était une victime, une enfant au moment des événements, dont la vie bascula du privilège à la pauvreté du jour au lendemain. Les enfants des criminels de guerre nazis, pour la plupart de jeunes enfants ou des adolescents au moment de la fin du Troisième Reich, ont dû grandir et porter toute leur vie le poids des actes de leurs parents. Pour certains, ce fut une source de fierté, tandis que d'autres éprouvaient une profonde honte. Certains eurent une carrière politique à l'extrême droite, comme la douce Gudrun Himmler. D'autres, comme Ricardo Eichmann, dénoncèrent très publiquement les horreurs des actions de leur père, et d'autres encore choisirent de vivre discrètement, loin des feux de la rampe. Peut-être le cas le plus intéressant est celui d'Eda Göring, dont l'enfance était un rêve dans un manoir entouré de serviteurs, de jouets et même de lionceaux. Son père prit une capsule de cyanure pour éviter d'être pendu à Nuremberg, et elle passa les dernières années de sa vie à s'occuper de sa mère mourante et à fréquenter un journaliste fasciste. Mais dans tous les cas, peu importe ce que ces enfants nazis ont fait, les crimes commis par leurs parents ne seront jamais oubliés.